Bonjour et bienvenue sur Les Aimants, le podcast qui donne la parole à tous les aidants et toutes les aidantes. Que ce soit à temps plein ou à distance, que ce soit pour quelques semaines ou des années, il faut toujours beaucoup d'amour pour être aidant. C'est pour cela que ce podcast porte ce nom et qu'il est là pour rendre hommage à ces personnes qui mettent au moins une partie de leur vie, entre parenthèses, pour aider un proche à traverser une épreuve. Je me présente, je suis Sophie, naturopathe et agitatrice de santé naturelle de profession. Mon parcours personnel m'a amenée à être beaucoup en contact avec des aidants et à être moi-même aidante. J'ai pu ainsi observer de près le dévouement que cela peut être de consacrer une partie de sa vie ou même son quotidien à un proche. On parle peu de ces merveilleuses personnes. Et pourtant, que serions-nous sans eux, sans elles? Parlons un peu chiffres, pas longtemps promis, pour que vous vous rendiez mieux compte. En France, à l'heure où je vous parle, 11 millions de Français et de Françaises sont aidants, aidantes. Et 63% l'ignorent. Pourtant, cela représente 11 milliards d'euros rien que pour les 60 ans et plus. Mais on aura l'occasion d'en reparler en détail un peu plus tard. Pour l'instant, fini les chiffres et le mental, passons au cœur et au témoignage de ces aidants et aidantes au grand cœur. Aujourd'hui, nous avons de nouveau rendez-vous avec Florie pour la deuxième partie de l'épisode publié la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de commencer par ce premier échange. Tout d'abord, merci infiniment à l'accueil enthousiaste que vous avez fait au premier épisode. Que ce soit pour moi, qui démarre tout juste ce projet, ou pour Florie, qui prenait la parole pour la première fois sur un podcast, vos retours positifs comptent énormément. Cette semaine, la seconde partie de notre conversation est plutôt tournée sur le burn-out de Florie et sur son chemin en cours vers une santé mentale retrouvée. Pas facile d'accepter d'aller mal ou même de se faire aider. Pas facile de lâcher prise et de ne pas savoir quand tout ira mieux, quand elle pourra recommencer à travailler sur les beaux projets qu'elle a en tête. Florie nous livre tout cela avec la vulnérabilité et l'honnêteté que vous connaissez maintenant, grâce au premier épisode. Et j'avoue que j'ai moi-même versé quelques larmes en faisant le montage. Bref, je vous conseille de l'écouter et même de le transmettre à des personnes susceptibles d'être concernées par ce sujet dont on parle peu et qui est pourtant si important. Merci encore infiniment à Florie pour tout, pour sa confiance, pour sa générosité, mais aussi pour son courage qui m'inspire et qui, j'espère, en inspirera beaucoup d'autres. Je vous laisse avec ce bel épisode. Bonne écoute à toutes et à tous. Donc, Florie, maintenant, j'aimerais bien aborder, tu l'as déjà un peu abordé la semaine dernière, au sujet de tout ce qui concerne ton travail, puisque tu es pâtissière. J'aimerais qu'on en parle un peu plus en détail pour mieux comprendre aussi ton cheminement vis-à-vis de tout ça. Une fois que toi, tu as été remise sur pied, tu nous as dit que, alors que Arnaud était encore hospitalisé, toi, tu as trouvé assez rapidement du travail, en CDD puis en CDI, si je comprends bien. C'est ça. En tant que pâtissière dans une boulangerie-pâtisserie? Oui, j'étais pâtissière, ouais. Je secondais le chef pâtissier. D'accord. Et tu as, alors déjà, la première question, c'est que tu as, comme tu le disais, tout de suite abordé le sujet de ta situation avec tes employeurs? Oui, quand j'ai eu mon premier entretien avec le patron, alors à vrai dire, je m'étais pas posé la question comment j'allais aborder le sujet, mais c'est venu au feeling en fait, parce que j'avais un bon feeling avec le patron. Je me suis sentie à l'aise avec lui et je me suis dit je vais lui en parler de suite, au moins il est au courant avant de m'embaucher, avant de signer quoi que ce soit avec moi. Il est au courant que j'ai une situation un peu compliquée et que je ne sais pas moi-même l'avenir de notre situation, parce qu'Arnaud il avait beaucoup de rendez-vous médicaux aussi et je devais l'accompagner. Enfin, c'est pas que je devais l'accompagner, il aurait pu y aller tout seul parce qu'il était hospitalisé, mais il voulait que j'aille avec lui. Il voulait pas être seul dans ces moments-là parce que c'était pour parler de son état, de l'évolution, donc il fallait que j'y sois. Et ces rendez-vous-là on peut pas forcément les programmer comme on veut et il fallait que je me libère. Donc j'avais dit au patron, des fois j'ai besoin de me libérer, alors ça sera peut-être 1 heure, 2 heures, vu que j'avais la chance que le boulot était à côté du centre. Mais voilà, dans tous les cas, je ne viendrai pas travailler au moment de ces rendez-vous. Et en fait, il a été compréhensif, il m'a dit Florie, il n'y a pas de souci, on trouvera toujours un moyen de s'arranger, même si tu dois prendre un jour de repos. Donc ça a été cool. Non, franchement, je remercierai jamais assez mon patron qui était très, très humain, très compréhensif, et mon chef aussi qui a été très compréhensif.
courage de ma situation aussi. Parce que des fois, j'étais pas toujours à 100%, on va dire, la tête dans le boulot, quoi. J'avais un peu l'esprit ailleurs. C'est génial, ça fait du bien de savoir que voilà, il y a des gens qui sont humains aussi dans le travail et qui s'adaptent à la situation de chacun. Ouais. Du coup, tu avais un CDI au moment où vous avez réemménagé ensemble avec Arnaud. C'est ça, oui. Donc, tu le disais dans la recherche, ça a aidé dans la recherche de logement. Mais tu avais du coup des horaires décalés avec un lever aux alentours de 3h du matin, si j'ai bien compris. C'est ça. Et tu revenais à la maison vers 1h de l'après-midi. Ouais, je faisais beaucoup d'heures. 5 jours par semaine et 2 jours consécutifs de repos, pas forcément le week-end, mais 2 jours consécutifs en tout cas. C'est ça, j'avais il m'avait donné le mercredi et le jeudi dans la semaine, donc ça m'allait très bien. Sachant que Arnaud ne travaillait pas, il ne travaillait pas encore, donc ça nous dérangeait pas d'avoir 2 jours de repos dans la semaine, c'était même mieux. Et puis, pour que je puisse m'occuper de lui et qu'on passe des moments ensemble, parce que mon boulot est prenant, donc les après-midi, j'avais tendance à faire une sieste, enfin quand je pouvais, parce que bon, entre les rendez-vous et tout ce que j'avais à faire, mais j'essayais généralement de faire une sieste. Donc oui, mon quotidien était bien chargé. J'avais l'impression d'avoir 2 boulots. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mon boulot le matin, c'est ça. Et que l'après-midi, quand je rentrais ensuite chez moi, j'enchaînais avec mon deuxième boulot qui était m'occuper d'Arnaud, de la maison. Et finalement, comme tout le monde, mais alors je sais pas, tous les couples ne fonctionnent pas pareil, mais nous, on avait tendance à se diviser les tâches quotidiennes. Arnaud, il faisait beaucoup de choses. Il s'occupait généralement de la cuisine, de cuisiner, un peu du ménage, parce que avant l'accident, je faisais beaucoup plus d'heures que lui déjà au restaurant. J'étais déjà à 50 heures, 60 heures la semaine. Et lui, c'était plus cool, on va dire, parce qu'il avait un poste à responsabilité, mais il faisait moins d'heures que moi. Donc, il avait tendance à gérer beaucoup de choses à la maison. Même les papiers, c'est lui qui avait tendance à gérer. Super. Donc, ouais, j'avais de la chance. Mais tu t'en rendais peut-être pas compte à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et du fait que là, ça soit moi qui devais... Alors, ça me dérangeait pas, hein, mais je me suis rendu compte de la charge... la charge Puis la charge mentale que ça me faisait aussi de devoir penser à tout. Oui, puis c'est pas non plus la gestion d'une maison classique. Il y a le ménage, la cuisine et tout ça, mais il y a aussi tout ce dont tu nous as déjà parlé, t'occuper d'Arnaud, pouvoir être à sa disposition, entre guillemets, voilà, s'il a besoin de certaines choses. Ça rajoute aussi de la charge mentale, qu'on le veuille ou non. C'est ça. Donc, ce qui fait que vraiment, en termes de ressenti, et pas que, parce que finalement, c'est du travail, tu avais deux travails. C'est ça. Et au bout d'un moment, en fait, je sentais mon corps fatigué. Ouais, ça s'accumulait. J'avais de la fatigue physique, mais aussi de la fatigue du coup un peu émotionnelle, parce que psychologiquement, je devenais de plus en plus irritable. J'étais de moins en moins patiente. Alors déjà de base, je suis pas très patiente, mais là, j'étais encore moins patiente. Beaucoup de disputes éclataient entre Arnaud et moi, petit à petit, parce qu'en fait, vu que j'étais de moins en moins patiente, bon, ça devenait de moi, mais c'est vrai que Arnaud me sollicitait beaucoup aussi, du fait qu'il a pas l'usage de ses mains. Donc du coup, on arrivait à un moment un peu d'incompréhension l'un et l'autre, parce que pour lui, ce qu'il me demandait, c'était pas grand-chose entre guillemets. Par exemple, lui donner à boire, faire à manger, c'était normal. Mais pour moi, ça me demandait des efforts en fait, des fois quand j'étais fatiguée. Et du coup, en avril 2021, donc l'année dernière, en avril dernier, j'avais de plus en plus de mal à me lever le matin. Et en fait, la période des fêtes venait de passer, Noël. Donc bon, j'ai fait pas mal d'heures aussi au boulot à ce moment-là. J'avais 15 jours de repos dans la semaine. Je devais être à pas loin de 60 heures la semaine. Enfin, je sais pas, je comptais même pas les heures que je faisais. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est normal d'être fatiguée. Je vais m'en remettre. J'essayais de me reposer pendant mes jours de repos. Mais arrivé en avril, il y a Pâques qui arrivait. Donc, c'était reparti pour un tour au niveau du boulot. J'avais énormément de boulot à la pâtisserie. Et là, je me sentais de plus en plus faible. Et il arrive un jour, donc en avril, je vais au boulot, donc j'arrive déjà en retard. Ça faisait même pas 1 heure que j'avais commencé à travailler et je me sens pas bien. Je dis à mon chef, je vais prendre l'air. Je sentais les larmes monter, je ne savais pas pourquoi. Je suis sortie prendre l'air et là, j'ai craqué. Mais alors, dans tous les sens du terme, je crois. Je me suis mise à pleurer, prise de larmes. Je me suis mise à trembler. Mes jambes ne tenaient plus debout. J'étais fatiguée. Je me suis dit, bon, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, mais je me suis dit, bon, je vais rester 20 minutes dehors et puis ça ira mieux. Hein. C'était un dimanche en plus, donc il y avait énormément de boulot, énormément de commandes. Je me suis dit, faut pas que je craque maintenant. Faut que je tienne le coup, moi, jusqu'à midi pour aider mon chef. Et là, impossible de rentrer. 30 minutes qui passent, 1 heure qui passe, 1 heure et demie. Et je voyais l'heure défiler.
Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, je suis quand même rentrée. Puis, ils se sont inquiétés aussi. Mes collègues, ils sont venus me voir. Là, je leur ai dit, je suis plus capable de travailler. Je tenais plus debout de toute façon. Et je dis, faut que je rentre chez moi. Enfin, au début, je dis pas tout de suite, faut que je rentre chez moi, parce que pour moi, je me suis dit, oh, je vais tenir, ça va aller. Faut que je reprenne mes émotions. Mon patron me dit, en fait, ils comprennent. Mon patron comprend et mon chef comprend. Il me dit, Florie, il m'en avait déjà parlé avant, mon chef. Il dit, Florie, tu vas jamais tenir le coup à ce rythme-là. Parle-en au patron pour réduire tes heures. Mais moi, je voulais pas. C'est vrai qu'on est dans un métier aussi. Alors là, mes patrons étaient compréhensibles, mais on est dans un métier. Moi, j'étais pâtissière aussi bien en pâtisserie qu'en restauration. J'étais en restaurant dernièrement avant l'accident. On peut pas se plaindre. Enfin, c'est pas qu'on peut pas se plaindre, mais puis malgré tout, même qu'on est en 2021, être une fille dans la restauration, j'avais toujours l'impression de devoir faire plus de preuves que les hommes. Et je suis assez perfectionniste aussi. J'avais pas envie de laisser en plan mon collègue. Mais là, je voyais bien que c'était plus possible. Et mon collègue me dit, Florie, rentre chez toi, repose-toi le temps qu'il faudra. Demain, tu vas chez ton médecin. Parce que lui, je pense qu'il savait ce qui se passait, hein, mais moi, j'étais dans le déni complet de ce qui se passait. Donc, je rentre chez moi. Alors déjà, je me suis demandé si j'allais pouvoir rentrer chez moi parce que je devais conduire. Mais j'y suis arrivée. Ils m'ont dit, fais attention, Florie, sur la route. Je suis rentrée chez moi. J'ai pris un rendez-vous auprès de mon médecin directement parce que sinon, j'allais pas avoir la force de le faire le lendemain, je savais. Et voilà. Et le lendemain, mon médecin, elle comprend aussi. Mon médecin me suit depuis le début de l'accident, donc elle savait un peu ce qui se passait. Donc, je fais un burn-out, en fait. Enfin, au début, le mot n'est pas évoqué comme ça. Hein, oui, mais les symptômes parlent déjà d'eux-mêmes. Moi, je le sais déjà en tant que naturopathe. Enfin, le corps qui s'arrête, c'est burn-out, c'est ça. C'est ça. Et là, elle m'arrête 2 semaines parce qu'au début, elle voulait m'arrêter directement 1 mois, le médecin. Elle m'a dit, il faut vous reposer. Maintenant, arrêtez tout, vous vous reposez. Et moi, je lui dis, non, mais c'est bon, arrêtez-moi 2 semaines, ça ira mieux. Il n'y a pas qui arrive. Moi, je pensais au boulot. Il n'y a pas qui arrive, il faut que j'aide mes collègues. Ça ira bien. Et les 2 semaines passent. Et là, je suis toujours dans le même état, si ce n'est pire, parce que du coup, du fait d'être arrêtée, je pense que je relâchais la pression aussi. Et je devenais même méchante avec Arnaud, dans le sens où j'étais très, très irritable. Donc, je pense que j'étais en colère contre moi. Et vu que j'acceptais pas mon état, en plus, j'étais pas bien. Ouais, j'étais de moins en moins impatiente. J'étais très en colère. Je pétais un câble, en fait. J'étais en train vraiment de péter un câble. Je partais en vrille. J'ai dit à Arnaud, là, au bout des 2 semaines, et que mon médecin me prolonge, j'ai dit à Arnaud, faut que je parte. Je me sentais plus capable de m'occuper de lui. J'arrivais plus à m'occuper de lui. Il avait augmenté les auxiliaires de vie, les heures d'auxiliaires de vie. Je n'arrivais plus à faire à manger. De toute façon, moi-même, je ne mangeais plus. Perte d'appétit. J'ai une grosse perte d'appétit, donc je faisais à manger pour Arnaud, mais c'est tout. Il mangeait, mais moi, je mangeais pas. Et non, je pouvais rien faire. Je restais allongée toute la journée, même si je dormais pas forcément, mais je pleurais beaucoup. Donc du coup, j'ai décidé de partir à la campagne, chez mes parents. Mes parents habitent en campagne. J'ai décidé de retourner chez eux, même si ça me faisait pas trop plaisir, j'avais pas envie, mais c'était le seul moyen de déconnecter avec tout, déconnecter avec Arnaud, et puis prendre l'air de la campagne. Je m'étais dit, ça pourrait peut-être me faire du bien. Et je rentre chez mes parents, et là, c'est encore pire, parce que du coup, j'ai rien à m'occuper chez mes parents. Ils prennent la situation en main, donc j'ai pas besoin de faire à manger. Heureusement, parce que même mes parents se demandent ce que j'ai. Enfin, ils savaient ce que j'avais, mais ils se demandent vraiment ce que j'ai, parce que là, ils réalisent vraiment que je peux pas bouger. Je restais des journées allongée dans le lit. Ils me disaient, viens te balader avec nous. J'avais même pas envie. Je tenais même pas debout, hein, clairement. Je reste 2-3 semaines chez eux, comme ça. Et là, je me dis, faut que je rentre quand même à Lyon voir Arnaud, parce qu'Arnaud, il s'impatientait quand même à ce que je revienne. C'était compliqué. Pendant ce temps-là, c'était les infirmières qui géraient tout. Ouais. Et comment c'est l'air de vie. Oui, bien sûr. Et comment lui le prenait, Arnaud? Est-ce qu'il comprenait ce qui t'arrivait? Non, parce que je me plaignais jamais, en fait, jusqu'à présent. C'est vrai que j'étais assez optimiste, positive. J'avais toujours le sourire. Je craquais jamais devant lui. On communiquait beaucoup entre nous, mais par contre, je lui parlais jamais parce que j'avais peur. J'avais pas envie qu'il ressente que c'est un boulet pour moi. Enfin, c'était pas le cas, mais en tout cas, j'avais pas envie de le faire ressentir ça. Si je me plaignais, quoi. Si je me disais que j'étais fatiguée, que j'en avais marre de m'occuper de lui. Puis bon, c'est pas des choses qu'on dit à la personne qui vit Arnaud, voilà, avec son handicap, il peut déjà pas faire beaucoup de choses. Il avait du mal déjà à l'accepter. Enfin, il faisait aussi son chemin de son côté d'acceptation. Et il avait des idées noires, hein, dans la tête aussi. Donc, j'avais pas envie de rajouter. Déjà, je me plains pas en temps normal. Et là, je me suis dit, je vais pas me plaindre en plus à lui. Il fallait pas. Enfin, je m'interdisais, en tout cas, de me plaindre. Donc, du coup, il a pas compris. Il s'est dit, mais pourquoi d'un coup, elle est autant fatiguée? Après, je l'en veux pas, hein, parce que
il devait aussi s'occuper de lui. Enfin, il était aussi centré sur lui, ce qui est normal. Donc, non, il comprenait pas. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est quand il m'a vu, il a pris peur aussi quand même. Il a pris peur. Il s'est dit, mais quand j'ai pété un peu mon câble, les gens ont eu peur pour moi, que je fasse moi aussi une bêtise, même si j'ai jamais pensé vraiment sur le moment. Mais c'est vrai que moi-même, je me reconnaissais pas. Je faisais des choses qui me ressemblaient pas. Je rentrais dans des grosses colères. Donc, ouais, j'avais peur de moi-même. Et mon médecin, c'est là que mon médecin, au bout de quelques semaines, elle m'a dit, faudrait peut-être aller voir quelqu'un, un psychologue. Je n'avais jamais envisagé cette option-là parce que j'y avais pas pensé simplement. Et puis deuxièmement, on me l'a jamais proposé. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup, on s'est beaucoup occupé d'Arnaud, mais moi, on m'a jamais posé la question si j'allais bien, même les autres personnes, parce qu'en plus, Florie, elle remarche, elle reprend sa vie normalement, tout va bien pour elle. Puis j'avais tout le temps le sourire. Donc ça a étonné beaucoup de personnes que j'aille mal. Est-ce qu'il y a quand même une compréhension à force? Certains ont compris, mais je sentais bien que parce que j'allais vraiment mal, et ma famille, je pense qu'ils ont compris, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué quand même, je trouvais. Alors je sais pas si c'est que j'étais moi dans ma bulle et que je sais pas, j'avais l'impression qu'on me comprenait pas toujours. Et maintenant, avec leur recul, est-ce qu'ils comprennent mieux? Oui, mon entourage proche, en tout cas, oui, ils ont compris, parce que j'en parlais pas non plus avec eux. Je me plaignais pas non plus avec tout le monde finalement. Et donc ils ont compris, ils ont compris quand j'ai commencé à dire que j'allais voir un psychologue. Alors c'était très compliqué, moi, de me faire aider en fait. Parce que je me disais, c'est Arnaud qui a besoin d'aide, pas moi. Puis même moi, je minimisais toujours ce qui nous était arrivé. Je disais, il y a beaucoup de gens qui doivent vivre notre situation, il y a plus grave. Nous, on a toute notre tête. J'ai jamais pensé que c'était grave notre accident en fait, alors que ça l'était. Oui. J'étais dans le déni. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as évoqué le fait que tu aies finalement accepté de te faire suivre par un psychologue? 3 mois après mon arrêt, donc D'accord. seulement l'été, parce que ça a été très compliqué de sauter ce pas pour moi, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire finalement, même si je vais pas bien, mais qu'est-ce qu'il va faire? J'avais des a priori, j'étais jamais allée voir de psychologue vraiment. Donc je saute le pas, et en fait ça m'a fait énormément de bien. C'est la première fois que je racontais à quelqu'un mon accident en fait. C'est la première fois que je racontais ce qui s'était réellement passé, comment j'avais vécu les choses, mon ressenti, et la première fois que quelqu'un me demandait comment j'allais. C'est bête, mais je suis arrivée à la première séance, donc on avait déjà eu un rendez-vous au téléphone avec ce psychologue, il voulait qu'on se contacte avant au téléphone. La première chose qu'il m'a dit en rentrant, comment allez-vous? Ça peut paraître bête. Non, mais c'est vraiment la question qui est dite avec vraiment l'envie de connaître la réalité derrière, quoi. C'est pas juste une question de courtoisie, quoi. C'est ça, oui. Et là, je lui ai répondu que ça allait très bien, parce que sur le moment, j'allais bien quand je suis allée. Même si j'allais mal, je me sentais quand même plutôt bien. Et là, j'ai commencé à pleurer et j'arrivais plus à m'arrêter parce qu'en fait, non, ça n'allait pas. Et là, on a réussi petit à petit au fil des séances, j'ai réussi à parler, à me confier, et ça me faisait énormément de bien en fait. J'avais gardé en moi jusqu'à présent tout. Je me plaignais pas, je gardais mes émotions. Oui, je m'autorisais pas à pleurer non plus. Même l'accident, finalement, tu avais tout gardé. Ah oui, surtout l'accident, ouais. D'accord. Je pense que je me suis concentrée directement sur Arnaud en fait. Même quand j'étais blessée, je pensais qu'à lui. Je parlais même plus. Je parlais même plus en mon nom. C'était tout le temps nous. C'était tout le temps Arnaud ou nous, notre couple. Enfin, on va faire ça. C'était jamais je vais bien. Je vais faire ça. Je me suis carrément oubliée. Je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais. Et ce suivi du coup avec le psychologue, il a duré combien de temps? Pas longtemps, parce que fidèle à moi-même, je me suis dit, dès que ça allait un peu mieux, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai plus besoin d'aller le voir. Donc en plus, il y a l'été qui arrivait, donc on est parti en vacances au mois d'août et septembre, mi-août. Et bien sûr, les vacances, il faut savoir que c'est très compliqué pour moi, parce que j'étais fatiguée déjà là un peu, mais pendant les vacances, on fait le choix de pas prendre d'aide humaine pour être tranquille, pour pas être dépendant des horaires, quoi, par exemple. Mais du coup, c'est pas des vacances pour toi. Voilà, généralement, je rentre de mes vacances toujours plus fatiguée qu'avant, moi en tout cas, mais ce qui efface tous ces points négatifs, c'est on a passé vraiment de belles vacances, on a profité, on savourait encore plus de la vie, parce que on était vivants, on a failli mourir tous les deux quand même. On profitait vraiment même des petits instants de rien du tout, mais ne serait-ce de manger ensemble, parce qu'il faut savoir que Arnaud était aussi du métier de la restauration avant, et du coup on avait toujours les repos en décalé, les vacances en décalé, et finalement cet accident, ça nous a permis de nous réunir, de partir en vacances ensemble, de profiter des amis ensemble, de la famille. Et du coup, moi, j'étais vraiment heureuse.
premières vacances, on était heureux tous les deux, donc ça a enlevé tout le négatif de notre quotidien. Je me sentais bien. Parce qu'elle était 2021, c'était vos premières vacances finalement ensemble depuis l'accident. Avec le confinement, tout ça, il n'y avait pas eu d'autres occasions. Non, c'est ça. Et du coup, on était joyeux, on était heureux, surtout qu'on a passé de merveilleuses vacances grâce à nos amis et notre famille. Ouais, non, on était vraiment contents. Donc moi, je me suis dit, je ne vais pas reprendre mes séances. Donc il me restait une séance de programmer avec le psychologue en septembre, mais je me suis dit, c'est ma dernière séance. Je me sens bien. Je pense pas reprendre le boulot tout de suite. Je vais attendre octobre, novembre, mais je vais reprendre le boulot. Dans ma tête, c'était ça. Je vais reprendre le boulot. Je me sens bien. Donc je fais ma dernière séance avec le psychologue. Je lui dis que je veux pas le revoir. Bon, après, il m'explique. Je pense qu'il va pas me forcer à continuer à le voir de toute façon, mais il me dit, écoutez, de toute façon, ma porte sera toujours ouverte, même si on arrête les séances là. Vous pourrez revenir. Si vous ressentez un jour le besoin, même juste pour une séance, vous êtes la bienvenue. Je vous accueillerai, je vous écouterai. Je suis là. Vous êtes pas seul. Donc ça m'a réconforté quand même. Je me suis dit je reprendrai rendez-vous avec lui si je vais pas bien, mais voilà. Et puis du coup, les mois passent après, donc septembre, octobre. Même si j'allais bien, j'avais besoin de profiter un peu moi de la vie simplement. J'ai essayé de partir. Je suis partie 2-3 jours avec une copine en week-end. Enfin, j'ai essayé de faire des choses, mais c'était très compliqué parce que je m'étais jamais séparée d'Arnaud à ce moment-là. Donc quand je partais toute seule, en fait, je pensais qu'à lui et je culpabilisais énormément que lui reste chez nous enfermé entre guillemets à rien faire. Il faisait pas rien, mais voilà, à pas profiter finalement. Et moi, je profite. Je vais faire de la randonnée. Ça n'allait pas. Je profitais pas du moment présent en fait. Donc je l'ai fait qu'une ou deux fois, mais je l'ai pas refait. Ensuite, je suis restée chez moi. Au mois de novembre, je refais une rechute à nouveau de la fatigue. Alors vu que j'ai fait mon burn-out avant, je me suis dit là, je vais pas attendre le dernier moment. Je vais tout de suite reprendre rendez-vous avec mon psychologue parce que des crises d'angoisse apparaissaient à nouveau en plus. Donc je me posais la question. Je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des crises d'angoisse et de panique qui reviennent. C'est pas normal. J'en parle à mon médecin traitant qui me dit prenez rendez-vous avec votre psychologue à nouveau. Donc là, je reprends direct rendez-vous, mais vu que mon psychologue est loin, j'ai 40 minutes de route, je décide d'en prendre un nouveau à côté de chez moi qui est spécialisé dans les traumatismes. Donc je me suis dit parfait. Et donc je recommence une nouvelle thérapie. Et là, j'ai l'impression que je fais une rechute de burn-out, mais en fait non, c'est pas ça. Je suis pas bien. C'est pas parce que du coup je travaille pas, je suis en arrêt de travail, donc c'est pas le boulot qui me fatigue. Mais en fait, je me rends compte que c'est par rapport à l'accident. Je refais des cauchemars de l'accident. En fait, j'ai l'impression que je vais mourir en faisant mes crises de panique à nouveau. Et le psychologue me fait comprendre qu'en fait c'est mon stress post-traumatique qui réapparaît en fait. Et là c'est 3-4 ans après, du coup 3 ans et demi après. Donc moi je comprends pas. Je me dis mais comment ça se fait que ça arrive là? Et en fait il m'explique que le processus qui devait se faire après mon accident, je l'ai pas eu vu que j'ai tout enfoui en moi et qui ressort seulement maintenant. Et donc ça ressort violemment. Je me prends un boomerang dans la tête à ce moment-là. Alors j'ai toujours du mal à faire ressortir mes émotions, donc je garde quand même beaucoup en moi, mais je suis pas bien, je suis fatiguée, je redeviens irritable avec Arnaud, enfin la totale. Et là, je comprends que ma thérapie là, elle va pas durer juste quelques mois. Le psychologue me fait comprendre qu'il y a beaucoup de boulot à faire, que j'ai toujours le traumatisme de l'accident. Et là, on est quand exactement? Donc là, c'est en décembre, octobre-décembre. De l'année dernière, du coup 2021. C'est ça. D'accord. Et là, je suis toujours du coup en arrêt de travail, je suis toujours dans cette phase où je suis pas bien. Enfin, je vais mieux. Mes crises d'angoisse ont disparu parce qu'il me fait faire un exercice, il me fait faire un dérivé de l'EMDR, le brain spotting. Donc en fait, c'est pour les traumatismes. Il me fait revivre, on va dire, l'accident par heure. Waouh. C'est ses méthodes à lui, en tout cas. Donc il me fait revivre tout ça. J'ai compris qu'il fallait que je retraverse toutes ces épreuves pour avancer en fait, et que j'accepte ce qui s'est passé, j'accepte mon état, que j'accueille mes émotions. Mais la difficulté, elle est là pour moi parce que j'ai beaucoup de mal à accepter accepter d'aller mal en fait, simplement. Il y a beaucoup un mélange de sentiments et en plus je repasse par des phases de tristesse, de colère. C'est compliqué à gérer pour moi toutes ces émotions qui arrivent finalement. Et puis je suis émotionnellement parlant, c'est chargé. Oui, c'est normal et il faut laisser là encore le temps faire les choses. Et c'est déjà énorme d'arriver à en parler ouvertement et même publiquement aujourd'hui. Oui.
C'est un grand pas, hein. C'est après mon psychologue, c'est la première fois que j'en parle ouvertement. J'arrive à en parler maintenant sans avoir trop d'émotions, mais c'est vrai que en décembre, janvier, j'étais encore pas très bien parce que j'avais encore des crises d'angoisse en janvier. Oui, c'est elles tout se frais, sont calmées. Elles se sont calmées il y a vraiment pas longtemps en fait. Et mon psychologue, il fait aussi de l'hypnose et de la kinésiologie, donc ça m'aide énormément à avancer. Et voilà quoi. Et ouais, mon état, il s'est dégradé en fait, ouais, en décembre. Donc du coup, il faut aussi accepter finalement de pas savoir combien de temps ça va te prendre pour aller mieux. J'ai du mal avec ça. Oui, c'est pour ça que. Comment tu te sens avec ça justement, ouais. Avec là aussi, tu peux pas maîtriser. Non, je maîtrise rien. Là, c'est compliqué. Il faut de la patience et du temps, comme tout le monde me le dit. J'ai de la chance d'être très bien accompagnée professionnellement parlant, hein, par le psychologue, je suis accompagnée aussi par un réflexologue plantaire et une sophrologue. Okay, alors jamais j'aurais pensé demander de l'aide à d'autres personnes en fait. Mais le concours de circonstances ont fait que j'ai rencontré ces deux personnes qui ont été touchées par mon histoire et qui m'ont proposé leur aide. Et parce que moi c'est très compliqué pour moi de demander de l'aide. Hein. C'était déjà très compliqué d'aller voir un psychologue. Donc je m'étais dit, je vais pas aller voir d'autres personnes en fait. Et elles m'ont proposé leur aide, j'ai accepté et je ne regrette pas parce que je me rends compte que ces aides-là complètent bien ma thérapie en fait. Les séances de sophrologie et du réflexologue plantaire, ça m'apaise en fait. J'avais tellement gardé toutes mes émotions, mes douleurs en moi depuis 4 ans. L'accident, ça va faire 4 ans au mois de mai, que ça m'apprend à gérer tout ça. Mes émotions, j'essaye du coup maintenant je m'autorise on va dire à craquer finalement, à lâcher prise, j'essaye en tout cas. C'est compliqué encore de vraiment lâcher prise pour moi. Je pense qu'il va falloir du temps parce que mes séances sont très éprouvantes, que ça soit avec chacun d'entre eux. À chaque fois, je suis vidée en fait. Et je me pose énormément de questions parce que je me dis, j'ai beaucoup de projets professionnels par la suite et je me dis quand je vais pouvoir les commencer parce que le psychologue me dit, mettez tout en stand-by, faut penser à vous, faut vous reposer, faut vous retrouver, faut prendre soin de vous. Mais c'est un processus qui est long. Ouais, et c'est déjà très bien aussi finalement, ces séances avec le psychologue, le réflexologue plantaire, la sophrologue, c'est du temps que tu t'accordes, qui n'était pas gagné déjà. Enfin. À la base. Oui. c'est ça. Et ils m'ont mis, que ce soit avec le psychologue aussi, ils m'ont mis en confiance et du coup, je regrette plus de me faire aider. Ça me fait tellement du bien. Les séances me font vraiment du bien et ça participe beaucoup à ma reconstruction. C'est très bénéfique, toutes ces séances que j'ai avec eux parce que ça me permet de commencer à me retrouver parce que finalement, avec le recul, je me rends compte que au moment de l'accident, tout s'est arrêté, que ça soit intérieurement et extérieurement parce que je sortais plus. J'ai plus de vie. Là, je réalise que je n'avais plus de vie sociale. Je voyais plus mes amis. Même les appeler, je prenais pas trop de nouvelles parce que je m'isolais beaucoup. J'avais peur de toujours déranger finalement parce que dès que je vois une personne, je peux pas m'empêcher de parler d'Arnaud, de nous, de notre situation. C'est plus fort que moi, mais je pense que j'en ai besoin. Et j'avais peur d'embêter les personnes avec mon histoire, de tout le temps répéter la même chose. Donc, je m'isolais. Mais à l'intérieur de moi, je me sens vide, en fait. C'est vrai que depuis l'accident, je me sens vide. J'ai plus d'inspiration, même au boulot, je le voyais bien. Normalement, je peux créer des gâteaux, avoir de l'inspiration. Je créais plus rien. Je déléguais tout ça à mon chef et mon patron. Enfin, moi, j'arrivais plus et de réaliser ça, ça m'a rendu triste. Je m'en voulais. J'étais en colère contre moi de m'être arrêtée de vivre autant de temps en fait parce que après je l'ai fait inconsciemment, je m'en rendais pas compte. Tu as fait ce que tu pouvais surtout. Et j'ai fait ce que je pouvais. Oui, aussi. T'as vraiment fait de ton mieux, voire plus. Hein. Donc, mais je comprends que tu t'en veuilles, c'est normal. Faut aussi passer par là, hein. C'est aussi une émotion. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé aussi et qui t'aident encore, parce qu'on a bien compris que c'était pas encore terminé dans ce processus, dans ta santé mentale, la quête vers ta santé mentale retrouvée. Ouais, j'essaye petit à petit, c'est récent, hein, mais j'essaye un peu de faire du sport, de sortir, d'être seule aussi. J'apprends à revivre seule, c'est étrange à dire. Enfin, pas à revivre
seule, mais à refaire des activités seule, à me retrouver moi sans Arnaud, faire des activités sans lui en fait. On a tellement créé une bulle autour de nous depuis l'accident qu'on a envie de la percer cette bulle, on a envie de reprendre chacun nos activités de notre côté, mais c'est encore compliqué, plus pour moi que pour Arnaud, parce qu'il y a de la culpabilité, je pense encore, cette culpabilité qui me suit. Mais j'apprends petit à petit, j'essaye en tout cas de prendre du temps seulement pour moi. Par contre, certains de mes amis m'aident beaucoup aussi. Ils viennent me chercher, ils me forcent un peu. Alors au début, je suis un peu forcée parce que je me dis oh non, j'ai pas envie de sortir. Mais après, je suis contente de l'avoir fait. Ça me fait quand même beaucoup de bien. Ça me permet de penser à autre chose. Mais c'est difficile encore, ouais. Émotionnellement parlant, c'est les montagnes russes. Un jour, je peux aller très bien. Le lendemain, je peux être en larmes. Et c'est tout nouveau pour moi parce que depuis l'accident, moi qui pleurais pas presque, à part pour mon burn-out. Donc du coup, ouais. Donc là, t'as ouvert les vannes, quoi. Là, je crois que les vannes sont ouvertes et elles sont toujours ouvertes. Là, je pense que, comme mon psychologue m'a dit, j'ai quand même gardé en moi pendant 3-4 ans tout ça, donc c'est normal en fait. Et d'ailleurs, comment tu te sens aussi avec cet anniversaire-là qui arrive, ces 4 ans, comment les anniversaires précédents? Anniversaire, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, voilà, la date anniversaire, comment tu la vis? Ça nous fait toujours quelque chose avec Arnaud parce que ça nous fait repenser à l'accident. Arnaud a perdu connaissance au moment de l'accident. Moi, j'ai pas perdu connaissance. Moi, j'ai une bonne mémoire, mais dans ces cas-là, c'est pas très bien parce que du coup, je me rappelle absolument de tout et à chaque fois, je sais pas, je suis pas très bien pendant cette période. Alors là, en plus que je suis pas très bien, on va dire aussi émotionnellement parlant, c'est compliqué à gérer pour moi. J'y pense. Ah oui, c'est vrai que ce 21 mai, il restera forcément une date marquante. Je saurais pas trop comment dire, mais c'est toujours une période compliquée et douloureuse en fait, parce qu'en plus on était des grands passionnés de moto. Bon, c'est sûr que je remonterai jamais sur une moto moi, mais c'est vrai que oui, on aimait bien faire des road trips en moto, donc je pense un peu à ça. Mais bon, après, je me dis, on a tellement fait de belles rencontres après l'accident et découvert des activités en s'adaptant au handicap que c'est tout aussi bien. Notre vie, elle est quand même bien intense et on a retrouvé une vie, on a retrouvé cette joie de vivre, on va dire. Oui, tu finis toujours par, c'est vrai, dans la façon dont tu t'exprimes, tu finis toujours par revenir vers le côté positif des choses. Oui, j'ai toujours gardé espoir malgré tout. Non, je m'en rends pas compte. Non, je m'en rends pas compte. Mais je pense que j'essaye de me raccrocher. J'essaye de me raccrocher aux choses positives de la vie parce que quand on tombe, moi là, clairement, je suis en dépression un peu actuellement, mais avec cette dépression, c'est la première fois que je l'évoque vraiment comme ça. Je l'ai senti, oui. Bravo de l'avoir dit. J'ai du mal à l'évoquer. C'est normal. Mais je suis tellement tombée bas, en fait. J'ai voulu baisser les bras en décembre, en janvier. J'ai baissé les bras. Je voulais tout abandonner dans le sens, j'en voyais pas la fin. Je me disais, faut toujours que je me batte. J'ai rien demandé. Ouais, on se pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que, ok, il y a eu l'accident, mais je vois pas la fin, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, quand c'est que je vais aller mieux? Dès que je vais mieux, je me dis, ah, cool, je vais mieux. Mais en fait, on va pas mieux en un jour. La reconstruction, c'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puis chacun son rythme aussi. Mais moi, je suis tellement impatiente que je suis frustrée en fait de stagner des fois. Et des fois, j'ai l'impression aussi de reculer quand je fais des rechutes, que je refais des crises de larmes. C'est compliqué cette situation pour moi actuellement. J'ai du mal à la gérer, mais heureusement que je suis très bien entourée. Et comment tu envisages l'avenir, aussi incertain soit-il, à long terme et sans mettre de date? Comment tu te dis à l'avenir, est-ce que tu aimerais garder un travail à temps plein? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se dessinent pour toi? Oui, ouais. En fait, alors au début non, j'y pensais pas à tout ça, mais j'ai eu beaucoup de remises en question par rapport à ça. Est-ce que je vais continuer mon métier? Parce que mon métier, il est quand même compliqué et avec ma vie quotidienne, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Avec Arnaud, on souhaite construire une famille aussi, donc il y a beaucoup de questions de ce côté-là aussi. Donc je me suis dit, pour le moment, on n'a pas d'enfants, mais si après on a des enfants, si je garde mon boulot et que je dois m'occuper du coup des enfants et d'Arnaud, ça risque d'être quand même un peu compliqué. Ouais, non, j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. J'en ai toujours. Mais par contre, avec le recul, j'ai réalisé que je voulais créer mes projets en fait. J'ai des projets. J'ai envie. Alors déjà, j'ai une page sur les réseaux.
j'ai décidé de créer une page sur les réseaux depuis plusieurs mois maintenant, enfin depuis un moment, parce qu'en fait, ce qui me tient à cœur, c'est je veux créer des espaces ou des choses que j'aurais aimé avoir moi au moment de mon accident, qui aurait pu m'aider moi au moment de l'accident. J'ai envie d'aider les autres en fait, d'aider les autres personnes qui vivent des situations comme moi, parce que c'est vrai que j'ai voulu trouver des gens pour échanger en fait, et j'en trouvais pas, mis à part ceux du centre de rééducation. Mais c'est tout. Je trouvais pas d'espace en fait pour échanger en dehors de l'hôpital et du centre de rééducation. Donc du coup, j'ai créé mon propre espace moi sur les réseaux pour trouver moi-même des personnes qui vivent notre situation, pour échanger avec elles. Et petit à petit, ça a pris. J'ai trouvé plusieurs couples dans notre situation. Donc je suis très contente. Je suis très contente parce que ça m'aide. C'est un peu ma thérapie. Hein. C'est ma thérapie, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, parce que ça m'aide moi et j'aide. Enfin, je sais pas si j'aide les autres, mais en tout cas, je leur apporte quelque chose aussi, du réconfort. Elles se sentent moins seules. Moi aussi, je me sens moins seule en fait. Et donc du coup, voilà. Donc déjà ça me tient à cœur, et de transmettre aussi, on se transmet mutuellement en fait nos clés pour remonter, essayer de rebondir après un tel chamboulement finalement. Et puis j'ai un autre projet qui me tient très à cœur, j'en parlerai vaguement, mais j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur autour des aidants. Et donc je vais me consacrer à ce projet-là maintenant. Super. Et voilà. Et qui réunira vraiment toutes mes passions, tout ce qui me fait vibrer. Donc du coup, pour moi, ce projet, il fait partie de mon histoire. Il a évolué avec mon histoire. Et ça sera une sorte d'accomplissement personnel et professionnel pour moi, en fait, et une sorte de revanche sur la vie. Et, un petit teasing, on dit rien aujourd'hui, mais non. On va suivre tes aventures avec plaisir. En tout cas, moi, c'est sûr, et je suis sûre que les auditeurs et auditrices aussi. Et puis, moi, d'expérience, je sais que quand on crée des choses vraiment avec son cœur et en fonction de notre chemin de vie, ça finit toujours par prendre et par réussir, quoi. C'est bien aussi dans ta situation. C'est aussi pour ça que j'ai posé la question, d'avoir des projets à long terme, quoi, d'avoir une lumière au bout du tunnel à visualiser, quoi. Exactement. C'est grâce à ce projet-là particulièrement, en fait, qui me tient tellement à cœur, et qui, quand j'ai voulu baisser les bras, je me suis rattachée à ce projet-là. Et je me suis dit, ça peut être tellement chouette, mon projet. Et du coup, je me rattache à ce projet-là. Il m'aide à avancer. C'est important. Ouais, c'est vrai qu'on s'y rattache. Ouais, c'est ça exactement. Est-ce que tu as d'autres choses? On va doucement se diriger vers la fin du podcast, qui aura été divisé en deux, tellement tu avais de choses à dire intéressantes qui vont être utiles à tous ceux qui l'écouteront. Est-ce que tu as des choses à rajouter, notamment sur le sujet, de ton parcours autour de la santé mentale, de ton burn-out, qu'on n'aurait pas abordé, ou d'autres sujets, des points que tu voudrais quand même aborder dans ce podcast? Non, je pense qu'on a évoqué déjà beaucoup de points. C'est vrai. Mais avec le recul, je trouve qu'il est quand même important de se faire aider, parce que moi, après, j'étais beaucoup aussi dans le déni, donc je voulais pas accepter que j'allais mal. Donc c'est pour ça aussi que je voulais peut-être pas me faire aider, je sais pas. J'ai eu du mal. Mais je me rends compte avec le recul, mes séances avec le psychologue et mes autres séances que j'ai aussi avec d'autres personnes qui m'accompagnent à me reconstruire m'aident énormément. Et sans eux aussi, je pense que je n'avancerais pas aussi vite en fait. Aussi vite, et je sais pas, pour être honnête, je sais pas où j'en serais, parce que quand des fois j'ai voulu baisser les bras, heureusement que par exemple mon psychologue et ces personnes étaient là pour m'écouter, elles me boostaient aussi, parce que quand on voit tout en noir, c'est compliqué. Et je pense que c'est compliqué sur le moment, peut-être, de sauter le pas. Mais si je devais dire une chose aux personnes, c'est vrai que c'est bénéfique après, en fait. Je ne regrette pas d'avoir entamé ces séances, en fait, avec le psychologue et les autres personnes qui m'aident. Et tu fais bien de le dire, merci pour ça. Et Anoucha le disait aussi, je sais que tu la connais. Oui. Elle le disait dans l'épisode précédent, et c'est bien que des personnes comme vous le disent, parce que vous n'avez pas forcément eu la chance de prendre cette décision plus tôt, avant qu'il soit un peu trop tard, avant de craquer. Mais si d'autres personnes sont un peu plus en amont dans le processus et vous écoutent, peut-être qu'elles prendront cette décision plus tôt, cette décision bénéfique pour leur santé mentale plus tôt. Et merci pour ça, merci pour elles. C'est ça, voilà. Parce que c'est vrai que surtout quand on a une position comme nous en tant qu'aidant, moi je me sentais parfois, même si j'étais bien entourée, mais je me sentais seule. Même au niveau médical, des médecins, personne s'inquiète vraiment pour nous en fait. On est un peu dans l'ombre de la personne aidée, et
c'est pour ça aussi que je veux faire, que j'ai des projets pour les aidants, parce que j'ai envie que les personnes voient, alors les gens ils voient ce qu'on fait pour notre proche, mais bon, est-ce qu'ils s'imaginent tout ce qu'on endure? Je sais, enfin, de toute façon, quand on passe pas par ces situations-là, je sais pas si on peut vraiment s'imaginer. Mais en tout cas, j'aimerais un peu nous mettre aussi en lumière finalement, comme toi tu le fais avec ton podcast, parler plus de nous, parler plus. Je trouve que c'est important, ça fait du bien, même ne serait-ce psychologiquement. Moi, je sais que ça me fait du bien de un peu d'être mis en lumière, un peu de parler de nous et non du handicap ou de la personne qu'on aide en fait. Ça fait énormément de bien. Oui, c'est tout le principe de la reconnaissance en fait, c'est être reconnu pour qui on est, pas uniquement aidant, mais quand même. Et c'est tout le projet de ce podcast aussi, quoi. C'est oui. On va pas nier ce que vivent les personnes aidées, et bien au contraire. Mais derrière, si toutes ces personnes qui vivent un handicap, une maladie, vivent au mieux, traversent au mieux ces épreuves-là, c'est aussi que derrière il y a des gens qui se démènent et qui ont tout autant mérité, besoin qu'on reconnaisse qui font, qui ils sont, quoi. Vraiment, ce podcast, c'est là pour ça, et je suis ravie de t'avoir donné la parole, de t'avoir proposé. Parce que j'ai appris après que tu n'osais pas me le proposer, donc je suis ravie d'avoir fait le premier pas. Je pense pas que j'aurais de moi-même voulu. Enfin, c'est pas que je voulais pas témoigner, mais je pense pas que de moi-même, oui, j'aurais pris l'initiative, en tout cas, de témoigner de mon histoire. Mais je suis vraiment contente parce que c'est vrai qu'il y a quand même du positif dans mon histoire. J'ai envie quand même aussi de donner de l'espoir aux gens. C'est pour ça que j'ai accepté aussi de le faire, parce que on a tellement fait. Finalement, j'arrive à un stade où je transforme notre malheur, finalement, notre accident. Donc c'est vrai que c'est un gros chamboulement dans notre vie, mais j'essaye de le transformer en positif finalement. Et moi, j'ai réussi. Je suis à un stade où j'ai réussi à accepter cet accident en fait. Alors c'est peut-être dur à comprendre pour certaines personnes qui vivent actuellement cela, mais avec le temps et le recul, en tout cas, j'ai appris à accepter cette épreuve qui est arrivée dans ma vie. Parce que c'est vrai qu'il s'est tellement passé de magnifiques choses après. J'ai tellement fait de belles rencontres après l'accident. Il y a plein de belles choses qui se sont passées pour moi après. Que cette épreuve, elle m'a appris aussi à me connaître davantage. Elle m'a fait aussi évoluer moi en tant que personne. J'apprends le temps et la patience. Hein. Même si j'ai du mal encore avec la patience, mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup d'une épreuve comme celle-ci. Et en fait, j'ai envie de dire aux gens de garder espoir, que la vie s'arrête pas en fait, et que si, moi je sais que depuis l'accident, j'ai fait de très très belles rencontres et ça m'apporte énormément. Et puis par rapport à notre couple aussi, si des gens sont en couple qui vivent une situation similaire à la nôtre, nous, on savait que notre couple était solide, mais ça nous a confirmé en fait cette solidité et l'amour. C'est vrai que l'amour, je pense, a fait que je suis persuadée que notre amour que l'on se porte l'un envers l'autre nous a aidé aussi à surmonter cette épreuve. Chaque épreuve qu'on a dû surmonter, dès qu'il y en a un qui allait pas bien, l'autre allait bien, il le motivait. Ça nous a aidé à tenir le cap en fait. Eh bien, merci beaucoup pour ce message d'espoir. Je pense que on peut pas mieux pour terminer ce podcast, cet épisode. Merci beaucoup Florie, c'est très beau tout ce que tu dis là, et j'espère vraiment que les personnes qui nous écouteront, quelle que soit leur situation, ça résonnera vers eux. Ça sèmera une petite graine d'espoir, même si elles sont actuellement dans une situation de désespoir. Je doute pas que ton témoignage les aidera et restera dans leur tête pour des moments un peu plus cléments. Je vous le souhaite en tout cas. Vous avez du coup compris que Florie était présente sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi compris qu'elle était bavarde et qu'elle aimait bien échanger, je pense. Donc n'hésitez pas à la contacter, à vous mettre en lien. Vous avez aussi compris que c'était important, que ça pouvait vraiment aider de ne pas rester seule. Donc n'hésitez pas à la contacter, me contacter moi et d'autres personnes qui interviendront sur ce podcast. Envoyez plein d'amour à Florie. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on laisse nos auditeurs sur ce... Non, mais je souhaitais vraiment te remercier aussi pour ce podcast et de m'avoir invité à le faire en fait, parce que ça m'a fait beaucoup de bien aussi de raconter mon histoire, et je pense que les gens qui me connaissent vont découvrir aussi un peu une autre facette de moi, parce que je n'ai pas l'habitude de parler de mes ressentis et mes sentiments, on va dire, ouvertement. Donc du coup, je suis très contente d'avoir réalisé ce podcast. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Merci beaucoup Florie. Et merci à tous ceux qui auront écouté du coup les 2 épisodes, tout aussi passionnants l'un que l'autre, parce qu'on avait beaucoup de choses à raconter avec Florie. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Aimants. S'il vous a plu,
touché ou s'il vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire, mais aussi à lui donner une bonne note sur l'application de podcast que vous utilisez et à le partager autour de vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'est essentiel. D'autant plus que nous sommes au démarrage de ce podcast et qu'il est important que ce sujet et ces témoignages atteignent un maximum d'oreilles. De plus, si vous êtes vous-même aidant ou aidante et que vous aimeriez témoigner sur ce podcast, ou bien si vous connaissez quelqu'un susceptible de pouvoir intervenir, n'hésitez pas à me contacter. Pour le reste, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Instagram @lesaimants_podcast et sur Facebook, Les Aimants. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt!